À un mois des fêtes de fin d'année, il est grand temps de penser à ce qu'on va cuisiner pour ces agapes. Et quel département nous fait plus rêver dans cette belle région de Nouvelle-Aquitaine qu'un département qui est la Dordogne. On va y aller avec Marie-Luce Ribaud. Bonjour Marie-Luce, c'est la rencontre Sud-Ouest Gourmand, c'est une tradition, on se retrouve toujours pour parler des fêtes et de gastronomie avec vous Marie-Luce. Vous êtes la rédactrice en chef des magazines à Sud-Ouest. On va avoir 3 producteurs et un chef qui viennent tous les 4 du Périgord, plus une invitée qu'on va présenter très vite. Pourquoi ce choix du Périgord ? Oh, écoutez, quand on parle fête, Périgord, c'est direct. Hein. Il y a énormément de produits qui ont largement dépassé les frontières du département. Donc on va avoir d'abord Laurent de Verlange qui fait du caviar, le caviar de Neuvic, qui est qui est bien connu maintenant. Enfin, on en parlera avec lui. Ensuite, Pierre-Yves Custer, qui est un gars qui fait des oies et des canards, et qui est éleveur et qui est vraiment dans une logique très très intéressante de sa production. Et vous allez voir, il est passionnant. Et puis on va avoir Sylvain Delzon, qui est un jeune garçon qui a repris, qui travaille avec ses parents au domaine de Vielcroze et qui fait un des produits majeurs aussi de la Dordogne, qui est la noix. Alors, dans les produits majeurs de Dordogne, il faut aussi savoir les travailler. Pour ce faire, on a évidemment pris un des meilleurs de ce département et même de France, puisqu'on va le voir à son joli col. Ça donne quand même une indication de la qualité du travail de Vincent Arnoux. On va dans le 5 de Trimbola, qui est un endroit magnifique en Dordogne, comme beaucoup d'endroits en Dordogne. Il n'y a pas que des châteaux, il y a aussi des belles rivières. Un petit mot sur ce chef. Oui, Vincent Arnoux, ça fait depuis, je crois, à peu près l'an 2000 qu'il est installé au logis de Trémola. Il est MOF, meilleur ouvrier de France, depuis 2007, et puis il n'est pas du tout de la région, il est de Montbéliard. On ne lui en veut pas. On ne lui en veut pas, sauf qu'il a largement épousé la culture et le terroir de cette région. Vincent, quand vous êtes arrivé en Dordogne, ça a été vraiment le coup de foudre. Oui, un pays extraordinaire et je suis tombé amoureux du pays. Et je suis resté, et j'y suis avec plaisir et j'y finirai mes vieux jours, je pense. Voilà. Et alors, au logis de Trémola, qui est, comment dire, c'est l'essence même de ce qu'est le Périgord, quoi. On arrive dans ce lieu qui est sublime, qui est vert, avec des bâtisses absolument somptueuses. Là, on ne peut pas se sentir ailleurs que dans le Périgord. Et Vincent, petit à petit, eh bien, il a évolué parce que autant il est très, très, très adepte du terroir, il va nous le montrer, mais il est aussi, évidemment, dans son temps. Et peu à peu, sa cuisine, elle a évolué, on peut le dire. Qu'est-ce qui vous, aujourd'hui, qu'est-ce qui vous porte, Vincent, dans votre cuisine ? L'ensemble des démarches un peu actuelles de faire attention à ce qu'on fait, de profiter vraiment des produits locaux, mais sans aller extrêmement loin, on va dire. Je ne suis pas un extrémiste. Et vraiment de mettre sur la table, c'est-à-dire quand les gens viennent manger au biologie, on veut qu'ils croquent un morceau de Dordogne, quoi. Et on a un pays qui est béni des dieux, qui est extraordinaire. Donc il faut en profiter. Justement, pour croquer cette Dordogne, il y a évidemment d'aller voir le chef, d'aller dans cet écrin de nature, parce qu'on peut très bien aller, je le répète, voir le 5 de Trémola sans avoir forcément, et c'est une très belle adresse, sans avoir les moyens ou avoir l'occasion tous les week-ends ou toute la semaine, évidemment, d'aller goûter aux produits du chef. Et donc, on a une autre solution, c'est d'aller vers les produits locaux. Vous en parliez, Vincent, et on sait qu'aujourd'hui, les produits locaux, certainement, ont profité, un mal pour un bien, de l'effet Covid, et on va en parler avec vous. Marie Lambert, on est habitué à vous recevoir sur ce plateau des rencontres, puisque vous êtes en charge du projet Terre de Saveur, qui veut tout dire dès le nom, au sein du Crédit Agricole Charente-Périgord, donc on est sur le terroir. C'est un projet très circuit court. Dites-nous, rappelez-nous plutôt, le pourquoi du comment du lancement de cette plateforme, parce que c'est une plateforme qui permet à tout à chacun, client ou pas de la banque qu'on ne citera plus, mais que vous représentez, d'acheter des produits en direct. Tout à fait. Donc, bonjour Marie-Luce, bonjour Stéphane. Je suis ravie d'être avec vous parmi vous pour cette 2e édition. Donc, puisqu'en avril, nous étions venus présenter la Charente, qui est une très belle région. On avait découvert des produits et des producteurs aussi. De noisettes, une histoire fantastique de noisettes, avec Thierry Vera au piano et son fils. Tout à fait. Et donc là, cette fois-ci, je vous emmène faire un petit tour en Dordogne, donc dans le Périgord, qui est une terre de gourmandise, avec des spécialités culinaires et puis des producteurs passionnés, surtout. Donc, Terre de Saveur, en effet, vous l'avez dit, c'est une place de marché sur Internet qui fait la promotion des produits gastronomiques de Charente
et du Périgord. Donc notre site est entièrement gratuit pour nos producteurs. Donc on est vraiment sur du circuit court. Tout l'argent dépensé sur le site par les clients va directement sur le compte des producteurs. Donc pas d'intermédiaire. On est sur du pur circuit court. Et donc ça fait 4 ans que ce site existe, terredesaveurs.com. On référence actuellement 280 producteurs, parmi lesquels une centaine vendent leurs produits. Sur les deux départements. Sur les 2 départements, tout à fait. La Charente et la Dordogne. Donc une centaine de producteurs qui vendent leurs produits en ligne. Et du coup, on offre aux clients, aux internautes, plus de 700 références. Donc il y en a vraiment pour tous les choix, pour tous les goûts. On va avoir des produits très emblématiques de la Charente et du Périgord, comme par exemple le foie gras, la truffe, le cognac, les vins de Bergerac. Des plats cuisinés un petit peu aussi, comme le faisaient autrefois nos grands-mères. Donc on est vraiment dans des produits locaux et artisanaux. Et on va avoir des produits un petit peu plus surprenants, un peu plus originaux. Avec, par exemple, on a une bière bio à base de noix. On va avoir des pâtes au cognac ou aussi au chocolat. On a également, si vous voulez, un miel qui a une couleur bleu céladon assez particulière, assez surprenante, qui est faite en Dordogne. Des produits à base de safran. Enfin voilà, vraiment pour tous les goûts. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que je regarde ce site, on voit qu'effectivement, il grossit de nombreux producteurs qui trouvent évidemment un intérêt de se retrouver comme ça dans une forme de vente directe qui est très, très intéressante. Est-ce que ça explose, Marie? Est-ce que vous sentez, est-ce que vous avez des chiffres pour nous dire, voilà, il y a de plus en plus de gens qui connaissent et qui arrivent sur Terre de Saveurs? Alors c'est vrai que voilà, le Crédit Agricole est la banque du territoire, donc ça nous tenait à cœur d'accompagner nos clients justement à découvrir ce nouveau mode de consommation qui explose. Vous disiez la vente en ligne, le e-commerce. Et c'est vrai qu'on a des producteurs qui ont non seulement pas le temps, parce qu'ils sont très pris par leur métier, qui n'ont pas non plus les compétences, l'appétence pour aller sur Internet, et puis pas les moyens, parce qu'il faut savoir que ça a un coût assez important quand même de développer son propre site Internet. Donc on a vu en effet avec la crise Covid et les différentes phases de confinement, une consommation de plus en plus importante sur les sites Internet d'achat en ligne. Pour vous donner un ordre d'idée, on est aujourd'hui à 15% de vente de commerce en détail qui se fait sur Internet. C'est-à-dire un produit sur 6 aujourd'hui est acheté sur un site comme Terre de Saveurs, un site Internet. Donc je pense que c'est un nouveau mode de consommation, un nouveau canal de distribution. On ne pouvait pas passer à côté. Et ça nous tenait vraiment à cœur en tant que banque proche de son territoire et de ses clients de les accompagner. D'accord. Et on s'était vu en avril. Comment s'est passé l'été? Est-ce qu'il y a eu un bond? Est-ce que vous l'avez mesuré? On a fait une très très belle année, encore cette année, si vous voulez. Il y a eu un engouement pour cette prise de conscience du consommé local, d'accompagner les producteurs locaux, du rôle qu'on avait tous à jouer dans notre alimentation aussi. On doit être acteur de notre alimentation en privilégiant les circuits courts, l'économie locale, qui est créatrice d'emplois. Et je pense que cette prise de conscience, peut-être que les gens se sont dit « Ok, on peut peut-être manger un peu moins, mais mieux, avec des produits de qualité ». Donc c'est vrai qu'avoir mis en place cette place de marché sur Internet qui regroupe tous nos producteurs de Charente et de Dordogne avec des produits de qualité, ça a vraiment du sens. Et demain, Terre de Saveurs, c'est? Demain, Terre de Saveurs, ça fait 4 ans, donc je disais que cette belle aventure existe et j'espère qu'elle va continuer encore et continuer à croître parce que les commandes explosent, très sincèrement, donc c'est très, très, très bien pour nos producteurs en termes de notoriété, en termes de chiffre d'affaires aussi. Et on a quelques évolutions qui vont venir également pour 2022. On va lancer des cartes cadeaux, des e-cartes cadeaux. Donc on aura la possibilité pour différentes occasions, un anniversaire, un départ à la retraite, la fête des pères, la fête des mères, d'offrir une petite carte cadeau. On choisira le montant. On pourra écrire un petit texte derrière, personnaliser le visuel, etc. Et on a aussi cette fameuse brique de paiement unique qui devrait arriver en début 2022. Aujourd'hui, Terre de Saveurs, c'est un petit peu comme sur un vrai marché. Si vous voulez, vous allez faire vos courses auprès du producteur et vous payez ce producteur. Demain, on aura la possibilité sur Terre de Saveurs de choisir des produits et mettre dans son panier de producteurs différents et de payer qu'en une seule fois. Donc voilà, je vous donne tous rendez-vous sur Terre de Saveurs pour, si vous êtes en panne d'idées pour vos courses de Noël, pour que le Père Noël soit gourmand cette année et gourmand du Périgord, de venir sur Terre de Saveurs, vous faire plaisir et faire plaisir aux autres tout en soutenant nos producteurs locaux. Très bien, on a bien compris. Donc, c'est une vraie belle épicerie virtuelle, mais réelle sur la vente et puis surtout très sécurisée. On va le rappeler parce que c'est important. Je crois que tout le monde n'est pas toujours habitué, même si on a tous développé les uns les autres et c'est intergénérationnel. Notre consommation numérique, je crois qu'il faut insister sur ce côté sécurité. Et on sait que ici, dans notre rôle de journaliste, on est là aussi pour dire aux consommateurs ce qui se passe. Et je crois que de ce côté-là, vous donnez des garanties. La garantie de qualité, merci Marie, elle va arriver après vous puisque Laurent Deverlange va nous rejoindre. Marie-Luce nous le disait à l'instant, c'est un des
producteur invité de cette rencontre, et pas n'importe lequel. C'est quelqu'un qui défraie la chronique très positivement avec son caviar. Pendant qu'il nous rejoint, Vincent, moi j'ai une question. Vous en avez parlé très rapidement, mais j'aimerais qu'on le développe. Tout le monde se gargarise en ce moment, les consommateurs surtout, et les amateurs de cuisine, en disant « je suis circuit court, j'achète près de chez moi ». Vous n'avez pas attendu ce phénomène de mode. En quoi c'est important pour un chef, qui plus est pour un MOF, un meilleur ouvrier de France, qui plus est au logis de Trémola, d'être aussi, j'ai envie de dire, l'ambassadeur de ses producteurs? Pourquoi vous les mettez en avant? Parce que c'est la base de ma cuisine et c'est la base il ne peut pas y avoir de bonne cuisine sans bons produits, quoi. C'est la source. Donc automatiquement, à rencontrer les producteurs, à comprendre leur travail, à voir et puis à faire les différences petit à petit avec certains, eh ben on apprend des choses et on a envie de les mettre en valeur. Nous, notre rôle, en fin de compte, c'est de donner du plaisir. Et c'est vrai que quand on est en totale amitié avec un producteur qui nous amène un beau produit, qu'on sait qu'il en a bavé pour le faire, eh ben on le fait, on le mène. Et notre travail, c'est ça, c'est présenter ce produit et dire voilà, tenez, c'est un cadeau. En fin de compte, je pense moi j'aime faire plaisir et je pense que tous les cuisiniers, c'est un peu ce modèle-là. C'est-à-dire que quand on amène un plat sur la table, et même quand on est en famille à la maison, c'est le paradis, quoi. Vous dites voilà, regardez ce que j'ai fait. Et c'est pas de la prétention, mais c'est vraiment donner du bonheur aux gens avec ce qu'on amène sur la table. Et c'est ça le but du jeu. Et ce bonheur, on le transmet comment? Surtout, on le sélectionne comment pour savoir où on va aller chercher ce petit brin de bonheur qu'on va donner après à celui qui aura le bonheur de venir s'asseoir à votre table? Est-ce que c'est des producteurs qui viennent vous voir ou est-ce que vous avez une démarche, vous, de chef nomade et vous allez de producteur en producteur? Comment vous fonctionnez? Je pense que c'est un peu tout. C'est des rencontres, des copains des fois qui nous disent tiens, je travaille avec lui, essaye de voir. Et puis voilà, comme aujourd'hui, peut-être une rencontre qui va déboucher sur quelque chose derrière. C'est ça, quoi. C'est pas forcément d'aller gratter et de se dire tiens, je vais absolument trouver ça. Je pense que le hasard. Vous dites qu'actuellement, justement, il y a beaucoup de changements sur les marchés du Périgord, dans le maraîchage. Il y a des choses qui se font, qui sont passionnantes et sur lesquelles vous êtes attentifs. En fin de compte, depuis qu'il y a eu cette sale période, c'est vrai que les gens sont retournés au marché et les petits producteurs qui vendaient peut-être pas tout à fait leur production, ben maintenant ont vraiment vendu. Et les gens sont retournés sur ces marchés à aller chercher des produits de qualité, de se dire tiens, c'est fait comme ça, c'est différent, ça n'a pas tout à fait le même goût que ce qu'on fait d'habitude. Et c'est vrai que je trouve que il y a plein, et il y a une jeune génération surtout qui s'est mis dedans. Alors justement, jeune génération ou moins jeune, on a aujourd'hui une belle représentation des producteurs. Marie-Luce, j'aimerais bien, il nous a fait saliver, le chef, il a parlé de bonheur, je sais qu'avec vous on va en avoir d'autres. Dites-nous un petit peu ce qui nous attend, qu'est-ce qu'on a au menu de cette émission, et on a déjà un des producteurs qui nous a rejoints. Oui, alors on va manger donc du caviar, du foie gras et de la noix. Alors, Vincent nous a préparé un premier plat qui s'appelle le caviar de Neuvic, comme une gourmandise avec une gaufre de pommes de terre et de l'esturgeon fumé. On va en reparler avec Laurent. Puis après, on va recevoir donc Pierre-Yves Custer pour le foie gras. Il va faire un foie gras, Vincent, entier, qui va pocher dans du vin de Bergerac et dans lequel qu'il accompagnera avec des légumes d'automne qui vont être, je pense, excellents. Et puis pour finir, avec la noix. Donc, on va avoir un croustillant caramélisé avec une crème avec à l'intérieur de la courge et du praliné. Donc, moi, j'ai très, très faim. On a très envie d'avancer dans cette émission. Et on va découvrir tout de suite, avant de l'accueillir, Laurent de Verlange sur ce plateau. Bonjour Laurent, on va tout de suite découvrir un film qui présente votre entreprise. Au moins, on saura de quoi on parle avec nos amis téléspectateurs. À tout de suite. Caviar de Neuvic est né d'un projet que je porte depuis l'enfance, d'élever des poissons dans le respect de l'environnement. Nous élevons les esturgeons sur notre domaine à Neuvic, bordé par la rivière Lille, au cœur du Périgord. Nous travaillons en circuit ouvert, c'est-à-dire que l'eau des bassins dans lequel évoluent nos poissons est renouvelée plusieurs fois par jour pour garantir une qualité toujours optimale. Les esturgeons vivent généralement à des profondeurs importantes, entre 5 et 10 mètres. C'est pourquoi ici on a couvert nos bassins par des hangars avec des photovoltaïques qui permettent de produire de l'énergie et de réduire le stress lumineux des poissons. L'alimentation des poissons est un élément clé qui déterminera la qualité de nos caviars. Chez Caviar de Neuvic, c'est un aliment français, bio, composé uniquement de farine végétale garantie sans OGM et de farine de poisson issue de la pêche durable. À l'âge de 2 ans, chaque esturgeon est échographié pour déterminer son sexe. Les mâles produiront de la chair utilisée pour la restauration ou pour la fabrication de nos rillettes. Les femelles seront remises en bassin en attendant qu'elles commencent à produire des œufs à partir de l'âge de 6 ans. À ce stade, les poissons sont suivis régulièrement pour voir l'évolution de leurs œufs, d'abord par échographie, puis grâce à une biopsie si nécessaire.
Les esturgeons sont placés en bassin d'affinage, dans une eau de forage très claire, qui permet aux poissons d'éliminer les gouttes de vase ou de terre que l'on pourrait retrouver dans la chair ou dans les œufs. À l'issue de la période d'affinage, les poissons sont transférés au laboratoire où nous produisons le caviar. L'élaboration du caviar est un process très simple d'une dizaine d'étapes, entièrement réalisé à la main. Les œufs sont tout d'abord prélevés. Notre maître caviar regroupe les lots en fonction de la taille et de la couleur. Nous tamisons ensuite le caviar à travers des mailles de 3 mm pour bien séparer les grains. Les œufs sont ensuite rincés dans une eau claire et fraîche, encore et encore. Avec une pince, on trie les œufs pour ne garder que les plus beaux. Après égouttage, le caviar est salé et mis en boîte pour être placé en chambre froide. C'est dans la chambre froide que le caviar va s'affiner pendant plusieurs semaines. Et c'est le sel qui développe le goût du caviar avec le temps. En fonction de la demande de nos clients, nous allons ensuite reconditionner le caviar dans des plus petites boîtes pour les expédier dans nos boutiques ou directement chez nos clients ou chez les revendeurs de nos clients. La recherche et l'innovation sont au cœur de nos préoccupations. Elles doivent être au service de la qualité des produits, au service des poissons et au service de la nature. En tant que producteurs, nous sommes fiers de maîtriser l'intégralité de la chaîne de production depuis l'élevage des esturgeons, la mise en boîte du caviar, l'expédition et la vente à nos clients. Les arômes qui se développent quand on déguste un caviar, sa couleur, avec toutes les nuances de gris, sa texture. Déguster un caviar, c'est un peu comme déguster un grand vin. Le caviar, c'est un produit d'exception que l'on garde pour des moments d'exception. Et ça va marquer les grandes étapes d'une vie, les moments de joie, les moments de partage, les moments d'amitié. Patience, savoir-faire, exigence, notre passion du métier au quotidien se découvre avec nos caviars. Caviar de Neuvic, c'est une marque de producteurs qui souhaite remettre le caviar sur la table des hédonistes d'aujourd'hui et de demain. Laurent de Verlange, vous allez vite, même très très vite. Il y a juste 10 ans, vous créez les caviars de Neuvic et on va aborder, mais aujourd'hui, là, vous venez juste de passer en bio et je veux qu'on en parle absolument. Vous êtes la première entreprise à mission qui est actuellement très en vogue, un concept très en vogue. Vous allez nous expliquer aussi. Le caviar de Neuvic, à peine 10 ans, et déjà, combien de productions par an vous êtes à? Alors, on distribue à peu près 6 tonnes de caviar, dont 70% viennent de notre ferme de Neuvic. Qu'est-ce qui vous a amené au caviar? C'est la passion de l'élevage qui m'a amené au caviar. Moi, je voulais élever des poissons. Et puis, je suis aussi un gastronome. Et puis, on est dans un changement de paradigme complet dans le caviar. On vendait du caviar sauvage qui était pêché dans les rivières ou dans la mer Caspienne il y a encore quelques dizaines d'années. Et l'élevage a démarré en France, porté par une consommation, parce que la France est le premier pays consommateur de caviar après la Russie. Et ça, on ne le sait jamais assez. Et donc, du coup, on est dans une période où il y a des élevages qui démarrent. Il n'y a pas de marque de producteurs qui était vraiment créée, à part la marque Prunier. Donc, c'est le créneau que j'ai choisi pour élever un peu différemment, avec avec des valeurs et aussi la recherche d'une nouvelle clientèle. L'idée, c'est de conquérir des nouveaux consommateurs de caviar, pas ceux qui mangeaient du caviar sauvage, ceux qui ne savent pas encore ce que c'est. Oui, et vous dites quand même qu'il y a cette volonté de démocratiser ce produit qui n'est quand même pas à la portée de tout le monde, mais qui doit quand même rester, vous dites, un moment exceptionnel, festif. Voilà, c'est un produit de luxe, donc forcément, ça doit être réservé à des moments privilégiés. Mais tout comme on ne mange pas à la cantine chez Vincent. Non. On y mange quand on a un anniversaire. Moi, j'y suis la dernière fois, c'était pour mon anniversaire de mariage. Je me suis régalé. Mais voilà, en général, le caviar, en effet, le plus de gens en mangeront, le mieux ce sera. Mais on va le garder pour des moments privilégiés, parce que le luxe d'aujourd'hui, c'est le partage. C'est ce que disait Vincent. C'est les moments de partage. Et alors là, depuis très peu de semaines, vous avez passé toute votre production, qui, je rappelle, s'étale sur 19 hectares, je crois, hein, c'est ça, en bio. C'est quoi un caviar bio ? Alors, un caviar bio, c'est un caviar qui est élevé dans une ferme bio, donc avec des conditions d'élevage qui sont la densité, les traitements, bien sûr, l'alimentation, le soin, le stress apporté aux poissons qui sont particuliers. Ensuite, donc, ils ne sont pas trop nombreux dans le bassin. Il y a des règles. Pour le bio, la règle est de ne jamais dépasser 30 kg par mètre cube de poisson dans un bassin. Donc, il y a des règles comme ça de densité, de traitement.
de stress pendant toute la vie du poisson. Et ensuite, qui sont des bonnes règles, parce que c'est des règles de bonne qualité d'élevage en règle générale quand même. Hein. Donc nous, on les avait mis en place depuis longtemps, mais on était jusqu'à la certification, ce qui est une démarche de plus. Et qui est la première. Et qui est la première. Sur un élevage de poissons, c'est ça? Exact. En poisson, non, il y a de la truite bio, mais en caviar, c'est le premier en France, ouais. Et ça va peut-être nous permettre justement de compléter notre objectif, qui est de découvrir de nouveaux consommateurs. Oui. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'un caviar bio est meilleur qu'un caviar pas bio? Alors déjà, tout de suite c'est un produit différent parce que comme il n'a aucun conservateur et un taux de sel qui est resté très faible, c'est un caviar qui va être très frais tout le temps. Donc on le vend très frais. Donc c'est la même chose qu'un caviar très frais. D'accord, il faut le manger. Il faut le manger vite. Dans la les semaine 3 mois. Non, dans les 3 mois, mois que vous l'avez acheté. Mais on ne l'a pas fait passer par une phase de maturation, ce qui existe dans un caviar normal. On le met d'abord dans une boîte comme ça, ce qu'on appelle la boîte d'origine, qu'on compresse et qui va garder le caviar. On peut le garder jusqu'à 1 an dans cette boîte-là, avant de le rempoter dans une petite boîte. Là, le caviar bio, c'est différent. On le met directement dans la boîte et on le vend. Donc nous, on produit toutes les semaines à la demande. Vincent, vous, le caviar, vous l'aimez? Mais justement, c'est intéressant parce que ce genre de démarche fait que le produit est différent. Et c'est vrai qu'un caviar, on va dire primeur, ou un caviar comme ça, et un caviar qui a du conservateur, c'est pas du tout la même chose, quoi. Après, je pense que c'est justement, ce qui est intéressant, c'est la recherche de nouveaux consommateurs. Parce que quelqu'un qui a déjà un palais fait sur certains types de caviar va pas forcément aller sur ce caviar. Et d'autres personnes qui sont plus ouvertes, vont se dire, tiens, on va goûter. Et c'est justement en faisant ce panel, on se rend compte vraiment en faisant des dégustations qu'il y a des grosses différences. Bon, alors nous, on n'a pas du tout le palais qui est fait pour ça. Vous allez nous présenter la recette du jour. Je crois qu'il manque d'ailleurs un bel accessoire. Alors, vous regardez par devers vous, vous allez nous raconter ce plat. Alors en fin de compte, ce plat, c'est un clin d'œil un peu. C'est justement le caviar, c'est un produit de luxe. Et c'était de le désacraliser et puis d'amener quelque chose de ludique avec. Donc on a fait des petites gaufres de pommes de terre. Et une chantilly à l'esturgeon fumé. Donc l'esturgeon fumé, c'est la base le poisson qui donne le caviar. Et le principe, c'était justement de pouvoir imaginer entre copains, on est à l'apéro, et on fait des petites gaufres de pommes de terre. Et on va les manger, on va les manger avec le caviar tranquillement. Donc les gaufres bien croustillantes qui sortent de l'appareil. On prend une cuillère de chantilly à esturgeon fumé et on met une belle petite cuillère de caviar et on déguste tout ça ensemble. Vous faites une démonstration avec la cuillère que vous avez gardée juste pour ça? Ah, toujours, un cuisinier sans cuillère. Alors là, vous voyez, un petit peu de chantilly. Oups là, bien joué le chef. On va recommencer, non? Voilà. Voilà, ça. Et alors, on va reprendre le caviar. Ça tombe bien, j'ai faim. Et là. Bon, on avait dit qu'on allait saliver, on salive, Marie. Une dernière question. Oui, une dernière question, parce que qui dit caviar dit esturgeon. Oui. Hein? Et l'esturgeon, c'est un poisson dont vous en faites beaucoup, mais il faut aussi lui trouver une fin en soi. Et là, vous êtes doté d'un fumoir, et puis surtout, vous avez une démarche pour faire connaître l'esturgeon ou dans les cantines de Dordogne. Et alors là, c'est ça. On a envie de retourner à l'école dans les cantines de Dordogne. C'est là que je dis que c'est génial, parce qu'on est vraiment justement dans le circuit court. Et comment on fait pour effectivement acclimater aussi la population à des produits de qualité, de bons produits et des produits nouveaux. Il faut rappeler qu'on est avant tout producteur d'esturgeon. Avant d'être producteur de caviar, on produit beaucoup plus d'esturgeon que de caviar. Et que c'est un produit qui n'est pas encore assez connu dans notre belle région. Et le fait d'être bio, le fait aussi que ce soit un poisson sans arête, puisque c'est un poisson naturellement sans arête, il est cartilagineux, devrait lui offrir une place dans la restauration collective. Et on espère que la labellisation bio, peut-être que sur le caviar, ça convaincra quelques nouveaux clients, mais sur le poisson, ça aidera vraiment à lui faire sa notoriété auprès non seulement des élèves, mais aussi de la restauration. On en travaille déjà avec Vincent et d'autres chefs déjà travaillent l'esturgeon, mais c'est pas assez connu. On espère que ça sera plus connu. Et donc, il faut vraiment qu'en Dordogne, les collectivités prennent conscience qu'à côté de chez eux, il y a un produit extra. Et passé. Marie-Luce, on va parler d'un autre produit. On va accélérer. Merci au chef qui reste avec nous. Laurent d'Auverlange, merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous. On va parler avec vous, Marie-Luce, d'un produit qui incarne totalement la Dordogne, qui est l'image peut-être même encore plus de la Dordogne. On parle de ses marchés. C'est pas le gras, c'est un autre produit.
qui est un petit peu l'or noir de la Dordogne. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes OK pour qu'on soit un peu coquin aujourd'hui? Allez, on est coquin. Bon, allez. Alors, je vais vous citer une phrase qui dit truffe prononce un grand mot qui réveille des souvenirs érotiques et gourmands chez le sexe porte-en-jupe et des souvenirs gourmands et érotiques aussi chez le sexe porte-en-barbe. Cette duplication honorable vient de ce que cet éminent tubercule passe non seulement pour délicieux au goût, mais encore parce qu'on croit qu'il élève une puissance dont l'exercice est accompagné des plus doux plaisirs. Bon, maintenant, il faut nous dire de qui c'est. Brillat Savarin, dans Physiologie du goût, qui est un gastronome du XVIIIe siècle et qui était passionné par la truffe. Alors moi, c'est vrai que ce produit, la truffe, il a une place particulière en Dordogne, mais pitié qu'il y reste dans cette situation particulière. Or, il y a un vrai souci aujourd'hui, parce qu'après le saumon, après le foie gras, l'industrie agroalimentaire est en train de s'emparer de la truffe. Alors, je tairai le nom de la boîte qui est en train d'acheter des peupleraies partout, qui est en train d'industrialiser la truffe, qui est en train en fait vraiment de la domestiquer. Or, la truffe, elle ne se domestique pas. Et donc, je pense qu'il faut défendre à tout prix que ce produit soit un produit de petits producteurs. Il faut lui garder son mystère et il faut que vraiment on soit, nous aussi, en tant que consommateurs, dans une défiance vis-à-vis de produits qui sont dans des boîtes, dans des canettes, dans des tubes, dans tout ce que vous voulez, dans les rayons de supermarché, avec de la truffe. C'est du dopage, ça ne sert à rien. En revanche, allez chez les petits producteurs de truffes qui font des déclinaisons de produits extra. Il y en a plein sur Terre de Saveur. Alors, j'ai l'impression qu'il y a un petit coup de gueule de Marie-Luce. On est ravis de prendre position. Est-ce que ça veut dire aussi, Marie-Luce, que vous nous dites, vous ne nous interdisez pas, mais vous nous dites, mangez la truffe à la bonne saison? Alors, complètement. Et là-dessus, Vincent va me rejoindre. Lui, il préfère attendre quand elle est là, c'est-à-dire d'ici quelques jours, puisqu'on a... Qu'est-ce qu'on se dit? On est fin novembre, qu'est-ce qu'on fait avec la truffe? On attend jusqu'à quand? On attend mi-décembre minimum. D'accord. Et après, même si les premières truffes, les truffes de fleurs un peu, sont pas extraordinaires peut-être en goût, ne sont pas encore à pleine maturité, mais ça fait toujours plaisir. Et la truffe, c'est vraiment C'est vrai que moi, mon plaisir, c'est de la manger à la saison, parce que quand les premières truffes arrivent, si on a la chance par bonheur d'aller les caver et compagnie, mais après, c'est goûter ce moment, et c'est vraiment, c'est top, quoi. Et ça fait tellement longtemps qu'on n'en a pas mangé de la fraîche comme ça, parce que c'est pas pareil quand même, la truffe de conserve, quoi. Et de la fraîche, ça monte au cerveau, et c'est du bonheur, je comprends tout à fait. Alors, un autre produit qui nous monte au cerveau, il est maintenant le héros de cette partie de l'émission. Marie-Luce va nous présenter notre nouvel invité. Il vient de Batfol sur Dordogne, ça ne s'invente pas, c'est dans le Périgord noir. Et on va en profiter évidemment pour parler d'un autre produit du terroir magnifique de Dordogne. Et de notre plat qui va arriver, donc le foie gras. Pierre-Yves Custer, bonjour. Alors, je suis ravie de vous accueillir parce que, en plus, le foie gras, personnellement, c'est mon plat préféré. Et vous faites, des oies et des canards. Et je dis bien aussi des oies parce que ça, c'est aujourd'hui un producteur qui fait des oies, il est courageux parce que c'est compliqué de faire de l'oie. Et vous êtes ce que vous avez, c'est que Vincent et Pierre-Yves ont un rapport très très étroit. Ils viennent tous les deux de la même région, de Montbéliard. D'origine. Et donc, Pierre-Yves venait en vacances avec ses parents et son père, qui était assureur, je crois, mais il a dit un jour... je veux donner du sens à ma vie, je vais acheter une propriété en Dordogne. Et voilà comment l'aventure a commencé. Et vous dites que votre production, elle est autarcique. C'est-à-dire que du début jusqu'à la fin, tout est fait sur le domaine de la barbe. Allez-y. Absolument. Alors effectivement, quand on parle de producteurs autarciques, ce sont des agriculteurs qui maîtrisent l'intégralité de cette production. Mais le mot autarcique dans cette configuration-là a juste une signification aujourd'hui. On ne va pas forcément produire toutes nos céréales, tout notre maïs pour l'alimentation des animaux. Ça signifie surtout que nous achetons oisons et canetons à l'âge d'un jour et on va maîtriser donc jusqu'au bout, jusqu'à la transformation. Et ce qui est très très important aujourd'hui, c'est de comprendre qu'il n'y a pas de mouvement d'animaux vivants qui sortent de l'exploitation pour aller éventuellement sur d'autres exploitations, où je n'achète pas d'autres animaux adultes pour uniquement les gaver. Et ça, c'est très important, parce qu'en fait, c'est
ça permet de maîtriser l'état sanitaire général de votre exploitation. Donc on a une sécurité totale au niveau sanitaire sur nos élevages autarciques. Mais c'est vrai que c'est une maîtrise complète de cette production, de un jour, un petit oison, un petit caneton, jusqu'à la production de la boîte. D'accord. Et donc, cette production, vous dites aussi qu'elle est, donc, elle est autarcique, mais est-ce que vous dites aussi, nous, dans notre domaine, on fait attention, le gavage, on le fait dans une pratique... Alors voilà, en ce moment, oui, c'est tellement attaqué. Dites-nous que le gavage peut se faire correctement. C'est vrai qu'il est essentiel que ça se fasse correctement. On ne peut pas brutaliser des animaux, on ne peut pas faire souffrir des animaux. De toute façon, vous n'aurez pas de résultat qualitatif au niveau du foie. Donc c'est vrai que nous, on a fait un choix sur le domaine de Barbe avec toute mon équipe qui est très très attentive parce que bon, je suis... Vous êtes combien ? Alors, on est 14. Ouais, c'est bien, on est 14 avec mon épouse qui a changé de métier, qui m'a rejoint, donc pas forcément simple pour elle, mais elle m'a accompagné. Mais c'est vrai que je suis intraitable sur 2 points. L'accompagnement des animaux avec humanité. Ce temps de vie doit être apaisant pour les animaux et ils vous le rendent si effectivement vous en avez pris soin. Et puis sur l'hygiène et la propreté. Mais vraiment, l'accompagnement pendant le gavage, si vous voulez, tout le monde ne peut pas gaver des oies. Il faut de l'apaisement, il faut de l'empathie, il faut de la précaution. Et derrière, c'est ce qui permet de sortir des foies de grande qualité. Alors, je ne dis pas qu'on y réussit en permanence, parce que, voilà, on est humain, mais le postulat de départ, c'est ça. C'est vraiment être attentif aux animaux. Alors, être attentif, c'est tout de même respecter des âges d'élevage. C'est-à-dire qu'on ne peut pas produire un canard en 10 semaines, on ne peut pas le produire en 11 semaines. Non, il faut être raisonnable. Moi, j'ai positionné... Alors, avec Vincent, on vient de l'Est. Nous, la Bresse n'est pas très loin. Donc, le poulet, pays des volailles, la poularde de Bresse, etc. Ben, quand on regarde, c'est le seul AOC en France, la poularde de Bresse, le poulet de Bresse, c'est des élevages qui durent 4 mois au minimum, 5 mois. Et c'est l'âge auquel nous mettons au gavage nos animaux. Donc on a des animaux qui sont finis, qui sont bien, qui sont prêts, et derrière ça, eh bien, des gens qui sont très attentifs. Et c'est important parce que quand on prend cette position, il faut voir que le temps, c'est de l'argent. Et que là, on prend le temps justement de faire très bien, et qu'il y en a d'autres qui vont raccourcir, et voilà. Et le coup de gueule qui était tout à l'heure sur la truffe pourrait aussi valoir certainement sur les foie gras qui viennent d'ailleurs. Malheureusement, le foie gras... On va accélérer et parler que des bons produits. Alors justement, Marie-Luce, parlez-nous avec Vincent de ce qui nous attend, qui vient de chez notre ami producteur et qui est déjà dans l'assiette. Les deux travaillent ensemble, et Pierre-Yves ne travaille pas beaucoup avec les chefs, mais il travaille avec Vincent. Et je me suis battu, je peux vous dire. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Vous avez fait jouer la fibre d'origine. Allez, parlez-nous de ce plat, Vincent. Alors... Donc le foie gras, je l'ai travaillé de façon différente. J'ai travaillé un peu pour les fêtes en pensant aux personnes. Toujours, c'est pareil, c'est désacraliser cette histoire et de se dire, le foie gras, c'est compliqué, c'est ceci, c'est cela. Et il y a une chose. Pensez à eux, je les incarne, je veux dire sincèrement. Et il y a une chose qui est très importante que moi je souhaite dire aussi quand même, c'est ce fameux déveinage du foie gras, qui, pour moi, alors c'est utile. Moi, je ne vais pas dire que c'est inutile, mais on peut s'en passer et on peut très bien manger et consommer du foie gras avec les veines. Ça change, en fin de compte, considérablement le produit. Parce que quand on déveine, malgré toute la maîtrise qu'on a, le produit, quand même, il est altéré par rapport à ce qu'il est à la base. Et quand on voit un foie gras qui est non déveiné, alors ce n'est pas les toutes petites veines qui vont changer votre vie, honnêtement, il faut arrêter. Et c'est très bon, ça change la consistance, c'est extraordinaire. Même la grosse veine, vous la laissez ? Oui, même la grosse veine, parce que vous ne la retrouverez pas. Si le producteur a bien fait les choses, que tout est bien fait, c'est nickel, quoi. Il n'y a rien à dire. Alors, je ne vais pas vous dire, je ne le fais pas tout le temps comme ça, mais en grande partie, je le fais comme ça. Et les gens qui mangent ce foie gras
nous disent mais pas de problème, voilà. C'est juste de dire voilà, c'est pas le truc le plus important de la planète. Pour les cuisiniers amateurs, il y en a plein qui suivent ce rendez-vous. Je suis certain qu'ils viennent d'apprendre une bonne nouvelle. Allez, on rentre dans le détail parce que vous avez parlé qu'il était poché et évidemment dans un vin, et on verra ça tout à l'heure avec Marion Ripoll qui nous conseillera pour les vins, un vin de Bergerac. Ouais, donc j'ai pris le parti de faire un foie gras un peu différent, un foie gras poché un peu à l'ancienne, sauf qu'on a fait le bouillon, en fin de compte c'est du vin de Bergerac avec un cépage un peu particulier, le Malbec, on reverra tout à l'heure. Et donc ce foie gras il est là, donc il est tout beau, tout magnifique. Wow. Il est tout noir. Et donc ça surprend déjà c'est presque une petite fête de le montrer comme ça oui, dans l'assiette. Parce que voilà, je trouve ça très joli. On a un beau marbrage. Donc le foie gras est là. Vous voyez, les petites veines sont là. Et c'est un foie gras qui est poché dans le vin rouge, ça lui amène une petite acidité. Donc on le met d'abord à mariner avec du sel et du poivre de façon tout à fait traditionnelle. Et après on le poche dans un petit bouillon, un peu comme si on faisait un bouillon aux épices, quelque chose comme ça. Et là c'est pareil, j'ai envie de dire aux gens, faites-vous plaisir, faites ce que vous voulez, quoi. Alors la recette, évidemment, comme toutes les recettes d'aujourd'hui, elles seront évidemment toutes en ligne sur sudouest.fr et sur Terre de Saveur, évidemment. Vous les retrouverez et vous allez nous dire, Vincent, avec quoi vous l'avez dressé, parce que c'est à la fois très décoratif et puis je pense très recherché. Alors la recette, c'était justement de mettre en valeur le foie, donc qui est là, et de servir avec un peu des produits de saison, donc des fruits et des légumes d'automne. Donc j'ai fait une petite, là-bas c'est une petite compote de pommes qui est très poivrée comme on aime dans le Périgord. Il y a un petit jardin. Hein. Voilà, sur lequel on a posé un peu tout ce qu'on avait un peu trouvé dans la forêt et dans les marchés. Donc il y a un peu de girolles, il y a des petits radis red meat, un peu de figues, des pommes, des châtaignes. Du panais qui est les premiers légumes d'hiver, voilà. Et tout ça, ça fait une petite salade. Donc le but du jeu, c'est de manger ce morceau de foie gras, un bon toast et de goûter un peu les légumes qui amènent un peu de fraîcheur. Et ça fait un équilibre, un peu d'acidité. Et après, il y a un petit peu de relevé avec le poivre et ainsi de suite. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Quoi, Pierre-Yves c'est bon. Oui, c'est super. J'ai dit quand même, tu as maltraité mon foie gras, mais au bout du compte, c'est absolument superbe. Ça fait une assiette splendide et je pense que voilà, la dégustation, on va se régaler. Alors, on va se régaler aussi, j'en suis certain, avec le dessert. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous allez être remplacé ici même par un autre producteur, Marilus, que vous allez nous présenter. On l'a dit tout à l'heure, qui est un spécialiste entre autres de la noix, qui travaille avec ses parents. Il va nous rejoindre sur le plateau. En attendant, on va peut-être voir ensemble aussi, puisqu'il a parlé tout à l'heure, notre ami chef, des conseils. On a toujours peur de se louper sur la cuisson du foie gras, sur le poché. Est-ce qu'on peut donner un conseil très pratique? Alors le poché, en fin de compte, c'est l'os de foie gras sur lequel on verse notre bouillon, qui est environ à 70 degrés, donc il suffit juste d'avoir un petit thermomètre. Et après, il faut que les personnes comprennent qu'en fin de compte, un foie gras, c'est poché aux environs de 50 à 60 degrés maximum. Donc il faut qu'il monte à cette température à cœur pour qu'il soit bien. Et dans la recette, je vous explique tout simplement avec le four, et ça marche tout seul, c'est facile comme tout. Superbe. Allez, Marilus, on passe aux noix du Périgord et puis on va en profiter. On fait tout en live pour changer évidemment le foie gras contre le dessert sur le plateau. Notre invité est arrivé, je vous le laisse, Marilus. Alors, Sylvain Chambon, il est donc du domaine de Vielcroze, il a 24 ans. Et Sylvain, il faisait ses études tranquillement. Il était donc en train de préparer une unité en gestion en entreprise. Et puis, ses parents l'ont appelé, parce que au départ, ses parents ont la propriété, on va en reparler aussi. Il l'appelle pour un petit problème informatique, il est plus reparti. Hein, c'est ça. Donc, en fait, je crois que le chemin était tracé parce que vous êtes passionnés. Quand on a discuté ensemble, ça se sentait à fond. Alors, l'histoire s'est un peu accélérée, mais ça y est, vous êtes donc au domaine où vous faites donc beaucoup de produits à la base de noix, et notamment une huile. Et on va voir que l'huile de noix, qui a longtemps été décriée, aujourd'hui, parce qu'elle est faite avec des gens comme ça, c'est plus pareil. Pourquoi elle était décriée? Un petit mot quand même, Marilus, si on donne la parole à notre producteur. Parce qu'on utilisait un peu le rebut des noix, c'est-à-dire les cerneaux noirs et tout. Donc ça donnait un goût de rance à la noix. Et aujourd'hui, en sublimant le produit, en prenant vraiment le bon produit, on arrive à faire des choses beaucoup plus subtiles. C'est ça, exactement. Alors Sylvain, justement, un petit mot sur cette façon dont vous travaillez le produit. Alors nous, sur le domaine, en fait, on essaye d'avoir un cycle complet sur la noix. Donc on a 7 hectares de noyers où on récolte nos noix, on les sèche. Et après, on a toute une chaîne où on va casser, trier. Donc une partie elle va être vendue directement au magasin en tant que cerneau ou noix en coque. Et après, tout ce qui est un peu plus foncé va être transformé en huile.
Donc on a 2 têtes de presse sur le domaine. Une presse à l'ancienne, avec une chauffe au feu de bois, on écrase avec une meule. Et après on presse, dans une presse qui date des années 1850, qui ont été fondues à Souillac, juste à côté de chez nous. Donc on reste sur du local, du très local. Et après on a une deuxième tête de presse où on est capable de produire une huile qui est sur une pression à froid, qui donne un goût complètement différent, sans tostage, que le goût de la noix. Et ça nous permet de faire différentes gammes d'huile. Il y a un petit mot technique, hein, je suis là pour faire préciser, parce que moi je suis le grand naïf, c'est quoi le mot de tostage? Alors en fait, dans la presse traditionnelle, on va passer dans un poêlon en fonte avec une chauffe au feu de bois qui va venir toaster le produit, apporter un petit goût de pain grillé sur l'huile. Donc ça va modifier un peu le goût de l'huile en lui apportant cette valeur ajoutée de tostage qu'on peut faire varier selon les températures de chauffe. Votre huile, on la trouve au domaine de Vielcroze, qui d'ailleurs, le domaine, comme tous les 2 autres précédents, des endroits qu'on peut visiter, et qui font partie aujourd'hui d'un tourisme rural qui est passionnant, parce qu'on rentre chez les producteurs, on voit comment ils fabriquent. Et d'ailleurs, le domaine de Vielcroze, au départ, était un écomusée. Tout à fait au départ, qui a été repris après par son papa, et qui a planté des noyers, 7 hectares tout de suite en bio, hein, je précise. Donc, à qui vous destinez ces produits aujourd'hui? Est-ce qu'on vient les chercher sur place ou est-ce que vous travaillez avec des chefs, avec des... Alors là, sur la majorité de nos produits, on va soit les vendre au magasin, soit sur notre site internet. Et la plateforme aussi. Plateforme Terre de Saveur. Ouais. Voilà. Et après, on a quelques magasins revendeurs, quelques chefs. Et on essaye un peu de développer ce circuit-là qu'on n'a pas forcément beaucoup développé avant mon arrivée. Donc c'est un peu c'est l'objectif. Ouais. Juste pour comprendre le marché, pardon Marie-Luce, c'est juste pour qu'on comprenne comment vous produisez en pourcentage peut-être entre ce qui part vers l'huile et ce qui part en cerneau ou en noix pure. Alors en fait, on va récolter environ 14 tonnes de noix de nos noyers, mais on est obligé d'en acheter une partie aussi. Parce qu'en fait, on n'en aurait pas assez pour produire tout au long de l'année. Vous achetez local? On n'achète que local. On a une coopérative qui est à 10 minutes de chez nous, qui nous permet de pouvoir avoir de la noix du Périgord et de pouvoir nous approvisionner toute l'année. Oui, parce que votre seule production ne suffit pas, c'est ça, mais vous en produisez combien? C'est 14 tonnes de noix en coque, et après, on en garde à peu près 4 tonnes pour faire que de la noix en coque, et tout le reste va être transformé. Alors, justement, on va voir comment on transforme et ce que le chef a fait de ce produit magnifique de Dordogne. Et puis, on vous retrouvera plus tard parce qu'on va laisser la place à quelqu'un qui va nous conseiller sur les vins qui accompagneront tout ça. Donc, merci de nous avoir rejoints. Donc, chef, comment on va manger en dessert cette noix de Dordogne? Alors, moi, j'ai travaillé en dessert, une gourmandise encore. Et donc, je suis parti sur un dessert avec des noix caramélisées, un praliné aux noix et de la courge. Alors, est-ce que c'est pas la surprise du chef, son jeu de mots, elle est facile, que de mettre de la courge dans le dessert? C'est juste pour qu'on en parle? Mais non, parce que pour moi, c'est un produit un peu doux, sucré. Et ça a toujours été une gourmandise. Le millat, les choses comme ça rappelle plein de choses. Et l'association marche bien. Donc il suffit, c'est comme tout, il faut trouver l'équilibre entre les deux. Et les petites noix caramélisées, la mousse, la courge, un petit peu de meringue à la noix, ce qui fait que ça a un jeu de texture et de consistance. Et c'est vraiment, on est en plein dans le moment, quoi. C'est-à-dire, le but du jeu, c'est l'instant, c'est l'automne, l'hiver, voilà. Je trouve ça magnifique. Alors, c'est magnifique, chef. Moi, j'ai toujours les mêmes questions quand on vous reçoit. Moi, je suis toujours en extase et admiratif du travail que vous faites, mais pas que pour la façon dont c'est présenté. Mais je me dis toujours, moi, malheureux dans ma cuisine, si je veux me lancer dans un dessert comme celui-ci, je vais jamais y arriver. Est-ce que la recette explique vraiment et la façon de faire mon produit et faire le dressage? Parce que c'est ça, quand même. Alors, le but, c'est qu'on fasse aussi bien que vous bientôt. Hein. La recette, c'est la vraie recette. Parce que ça fait quand même quelques années que les chefs ont arrêté de donner des fausses recettes. C'est bon. Leur dire. Nous, on en a subi les conséquences quand on était jeunes. Hein, je peux vous dire que là, mais bon. Et maintenant, c'est vrai qu'on donne les vraies recettes. Il n'y a pas de raison. Après, il y a des petits tours de main. Peut-être qu'il va y avoir des petites erreurs à un moment, mais c'est pas grave. Ça fait partie. Et voilà. Et on apprend et on change un peu. Mais c'est très facile aussi à réaliser. Il faut un petit peu de temps. Et puis voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est un plaisir. Et puis je pense que c'est ça qui est bien. C'est-à-dire qu'avec des recettes de chef, il faut considérer que c'est aussi une inspiration. Et après, on suit la recette. On peut la suivre pas à pas et tout, c'est bien. Mais quand
on aime faire la cuisine, c'est surtout une source d'inspiration. Grâce à Marilus et les pages de Sud-Ouest, tout l'été, on a eu des recettes. J'en ai essayé quelques-unes. Je sais que des amis en ont essayé quelques-unes. Il y en a plein qui sont effectivement souvent très faciles à faire. Puis il y a des fois, on se fait un petit peu peur. On ne va pas se faire peur sur le choix des vins, parce qu'on a une experte qu'on connaît bien ici, qui nous vient de Terre de Vin, la revue du groupe Sud-Ouest qu'on est ravis d'accueillir. Marion Ripoll, bonjour. Bonjour à tous. Marion, j'avais annoncé 3 vins. Il y a 2 bouteilles. Il y en a une qui a disparu pendant les dégustations. Rassurez-moi, vous allez bien. Elle n'est pas parvenue jusqu'à nous. Elle n'est pas arrivée jusqu'ici, mais on va bien parler de 3 vins. Exactement. Le défi, c'était d'avoir 3 vins du Périgord. Est-ce que le défi est gagné? Je pense que le défi est relevé. Bon, donc on va voir 3 vins du Périgord. Exactement. Bien, allez, on y va. Et donc, c'est fait pour accompagner les 3 plats dont on vient de parler. Et le chef est là pour vous dire si on est d'accord, pour dire que ça va ou pas avec ce fameux plat. Alors. Avec plaisir. Alors, pour l'entrée, on est parti sur le château Les Tours des Verres d'Eau, un Bergerac blanc sec 2020, donc qui est à 8 € la bouteille sur terredesaveurs.com. Donc, c'est un assemblage de Sauvignon blanc, de Sauvignon gris, de Sémillon et de Muscadelle. Donc, c'est un blanc sec avec beaucoup d'élégance. Donc, je vous le présente pas aujourd'hui, mais vous aurez l'occasion de le découvrir sur le site. Il y a un bel équilibre entre l'acidité et la matière, où le vin va venir comme en exhausteur en fait des notes iodées du caviar. Et on note aussi une belle expression aromatique et une belle structure qui est apportée finalement par le Sauvignon et la Muscadelle. Et dans un second temps, on va retrouver le gras et la délicatesse du Sémillon qui va vraiment apporter de la texture et va venir trancher avec l'onctuosité de la chantilly et de la gaufre pomme de terre. Alors, si un chef qui nous met de la courge dans le dessert peut répondre à cette question, est-ce qu'on aurait pu oser un rouge avec le caviar ou est-ce qu'on reste fidèle au blanc? Je pense qu'il vaut mieux rester fidèle au blanc, là, quand même. Là. Allez, un point pour Marion. Le deuxième vin, Marion. Donc là, petite prise de risque, puisqu'on part sur un vin rouge avec donc du foie gras. Donc on part sur le château de Tiregan, donc un Pécharmant 2018 à 13 € la bouteille, donc sur terredesaveurs.com toujours. Un assemblage de Merlot, de Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc et Malbec. Il est élevé 12 mois en fût de chêne et on le conseille quand même de l'aérer 2 à 3 heures avant le repas. Donc là, on a un très joli nez sur les notes de griotte, de cerise noire. Donc quand même avec une trame acide qui est assez marquée et qui va venir, on va dire, alléger le côté gras, on va dire, du foie gras. Même si on est sur un caractère qui est quand même gourmand, parce que 2018, c'est quand même un millésime solaire, on a quand même une très belle acidité et ça ira très bien avec ce plat. Et puis on a aussi le Cabernet et le Malbec qui viennent vraiment contrebalancer avec le gras du foie gras. Justement, on l'a dit, le chef l'a mis la recette en ligne, la vraie recette, comme il a dit. On a un vin rouge dans lequel il est poché. Est-ce que justement, il y a une interférence qui est risquée entre mettre un autre vin rouge? Parce que Marion a commencé en préambule en disant on a pris un petit risque, on a mis du rouge. Enfin, on boit beaucoup de rouge, je pense, maintenant avec les foie gras, on n'est pas que sur les liquoreux. Est-ce que c'est important d'aller chercher l'harmonie entre le vin qui a servi à faire le foie gras poché et celui-ci? Ah ben là, c'est parfait, là. Là, c'est parfait, parce que j'étais parti sur ce foie gras vin rouge, donc il y a un petit peu de Malbec dans la production, donc ça, c'est bien. Et puis, c'est des vins qui ont de la matière, quoi. Enfin, moi, c'est le genre de vin que j'aime, pour moi. Et avec le plat, c'est un sans faute. Bon, Marion, vous avez déjà la moyenne, 2 sur 3. Alors, vous n'avez plus qu'à assurer maintenant, à la fin de l'examen, que vous passez chaque fois avec nous ce troisième vin. Pour le dessert, véritable coup de cœur du jour, vraiment, c'est le château Les Coteaux de l'Archère, un Saucignac bio 2018 à 15 €. Et donc là, on est sur un assemblage de Sémillon. Oui, petit à petit. Très bien. Je le fais relever parce que j'aime bien être proche du consommateur. Très bien. De Sémillon, de Muscadelle et de Sauvignon blanc. Et donc là, on se trouve finalement entre un jeune Sauterne et un Muscat d'Alexandrie. Donc avec un nez qui dévoile des arômes de litchi, de noix fraîches et d'abricots. On a un côté vraiment confiture d'abricots, mais on a quand même une très très belle acidité avec peu de sucrosité finalement et une très belle fraîcheur qui va permettre justement un très bel équilibre sur ce dessert. Et on a des notes très légères de fruits secs qui vont faire la passerelle avec la noix et la noisette du dessert. Voilà. Verdict, chef? Verdict, oui. Alors Est-ce que ce sont des vins que vous avez au Viologie? C'est des vins qu'on a, oui. C'est des vins qu'on a. Et puis là, c'est pareil, ça va bien se marier. Il n'y a pas trop de sucrosité, donc c'est très bien. Et puis c'est un peu une caresse, quoi. Donc il faut, ça choque pas, donc ça continue. On est dans la douceur. Marion, merci de ces 3 conseils. On va regarder ensemble la une du magazine qui est en kiosque en ce moment, en fin du mois de novembre. On parle de quoi dans Terre de Vin?
Alors, dans le magazine actuellement en kiosque, on parle des vins de fête pour vous aider justement. On vient de faire une émission spéciale fête, c'est pour ça que vous accueille. Pour vous aider donc à concocter et à préparer vos repas de fin d'année. On a eu l'honneur d'interviewer Jean Dujardin qui fait la couverture de ce magazine actuellement en kiosque. Et on y retrouve aussi une belle sélection des vins de Pomerol et avec une interview du nouveau propriétaire de la Rive Gauche, Jackie Lorenzetti. Et enfin, on va parler aussi gourmandise avec un sujet spécial cuisine d'Auvergne. Voilà. Alors on vient de parler de rugby indirectement, on va saluer évidemment les performances de l'équipe de Périgueux, mais pas que, en Dordogne. En rugby, c'est une terre de rugby, c'est important de rappeler ces valeurs parce qu'on va conclure, Marie-Lise, justement sur ces qualités et sur ces belles rencontres que l'on a fait tout au long de cette émission, parce que ça va être l'heure malheureusement de se quitter. Moi je voudrais juste rappeler le pratique, remercier évidemment 1000 fois le travail qui a été fait par le chef qui nous met ses recettes à disposition, grâce à vous aussi, aux rencontres de Sud-Ouest Gourmand, c'est le but, et puis remercier tous les producteurs. J'ai même envie de vous dire, n'hésitez pas à commenter sur ce que vous pouvez voir en ce moment sur le Facebook Live, parce que ça nous permettra certainement de faire passer vos questions, et je m'engage à le faire avec la rédaction de Sud-Ouest, vers le chef ou vers d'autres personnes pour avoir des questions et un échange d'interactivité par rapport à tout ça, et ce qui est notre passion à tous, cette gourmandise et surtout cette meilleure connaissance de notre terroir. Un mot de conclusion sur le Périgord. Oui, et dire aussi que cette émission, donc vous voyez en direct, peut être revue en replay, tout à fait, vous pouvez partager, à l'envie. Voilà, tout à fait. Voilà. Écoutez, moi, je suis contente qu'on ait pu parler du Périgord à cette période. Et ce que je trouve intéressant, c'est qu'effectivement, il y a moyen aussi d'expérimenter ces produits. En Alsace, vous voyez, là, on est en hiver, de partir en week-end en Dordogne, parce que effectivement, on a une adresse au moins maintenant. On a une adresse pour aller dîner, mais il y en a d'autres. Il y a quand même une belle offre gastronomique. Et puis, il y a aussi cette possibilité d'aller voir ce qui se passe, d'aller goûter les produits, d'aller rencontrer les gens. Et là, les 3 qu'on a vus, c'est quand même pas un hasard. Ils sont là, ils accueillent les gens, et on peut acheter leurs produits en direct. Ce qui est vrai souvent chez les viticulteurs aussi, en Bergeracois. Et chez les viticulteurs aussi, tout à fait. Très bien, merci à toutes, merci à tous, merci aux chefs, merci aux producteurs, merci à nos partenaires qui nous permettent de réaliser ces rendez-vous. On vous donne rendez-vous évidemment très bientôt. Et puis qu'est-ce qu'on se dit? Joyeuses fêtes. Merci beaucoup. Joyeuses fêtes à tous.